j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, j'ai deux choses à vous dire. Tout d'abord, je vous souhaite une merveilleuse année 2020. Je suis trop contente que 2019 soit fini parce que c'était une année un peu longue, un peu éprouvante, même s'il y a des choses extraordinaires. Du coup je suis contente d'accueillir 2020, je l'accueille les bras ouverts et j'espère que 2020 sera synonyme de bonheur pour vous comme pour moi, que vous soyez épanoui dans les domaines de prédilection dans lesquels vous voulez être épanoui, et puis si c'est tout, ce sera tout, soyons égoïstes. J'espère que vous passerez de belles lectures en 2020. La deuxième chose que je voulais vous dire avant de commencer le sujet principal de cette vidéo, c'est pas forcément de m'excuser, mais c'est plutôt expliquer l'absence, parce que comme vous avez pu le voir et comme vous l'avez compris, enfin comme vous avez pu ne pas le voir surtout vu qu'il n'y avait rien, ça fait quelques semaines, mois que j'ai déserté la chaîne. C'était totalement contre ma volonté, hein. J'aurais bien voulu faire des vidéos, ce n'était absolument pas prévu. Mais petite explication quand même pour vous dire que je n'ai pas rien foutu pendant ce temps-là, enfin un peu, mais vous verrez pourquoi. Déjà dans un premier temps, en novembre, l'entreprise dans laquelle je travaille a réouvert. C'est-à-dire que peut-être que certains le savent, d'autres non, je suis en dernière année de master édition, je le fais en alternance, du coup je suis dans une entreprise et je travaille dans un musée, au musée de la Poste plus précisément, qui était fermé depuis 6 ans et qui a réouvert au mois de novembre. Et du coup, bah autant vous dire que c'est une organisation assez complexe de réouvrir un musée, on a dû faire pas mal d'avant-premières, du coup c'était des soirées de prise aussi, et puis il fallait que tout soit prêt avant l'arrivée du public, et on sait tous que quand un événement est prévu, et bah les dernières heures, jours, semaines, c'est du rush total, du coup j'étais en rush total, voilà, et maintenant le musée est réouvert, tout va bien, et bah en plus si vous voulez venir, et bah vous pouvez y aller, c'est juste à côté de la gare Montparnasse à Paris. Du coup vous allez dire oui mais novembre c'est loin, t'aurais pu faire des vidéos en décembre et tout, sauf que juste après la réouverture du musée, j'ai eu des problèmes de santé assez intenses, c'est peut-être un grand mot, mais qui m'ont bien saoulée et qui m'ont bien pénalisée dans mon quotidien. Du coup bah je ne pouvais pas tourner de vidéos tout simplement, je ne pouvais pas les monter, tout ça. Mais du coup là ça va mieux, du coup c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet de cette vidéo, et pour démarrer l'année 2020, je vais faire quelque chose d'assez classique, c'est-à-dire un bilan 2019, mais je vais pas faire un bilan global, je vais vous parler du meilleur que j'ai divisé en 5 catégories. Donc je vais vous présenter 5 livres ou sagas, parce qu'il y a des catégories qui correspondent à des sagas. En fait j'ai classé ça en 5 catégories, et dans ces 5 catégories, je vous ai pris le meilleur du meilleur en 2019 pour moi. Petit disclaimer, avertissement, message à faire passer. Si vous suivez sur Instagram, le lien est en barre d'infos si vous souhaitez le faire. J'ai fait une sorte de calendrier de l'avant de mes coups de cœur du coup du 1er au 24 décembre. Et tous les livres dont je vais vous parler aujourd'hui sont présents dans ces calendriers de l'avant. Et la première catégorie, c'est mon livre One Shot préféré de l'année 2019. Je vous présente Un si petit oiseau de Marie Pavlenko, publié aux éditions Flammarion Jeunesse. Déjà, cette couverture, je la trouve trop belle. Elle est assez simple, mais déjà c'est un vert qu'on a très peu l'habitude de voir, et puis ces petites ailes et tout, enfin bref, j'adore cette couverture. Dans ce livre, on va suivre Abby, une jeune femme qui a plein de rêves, plein la tête, qui va rentrer dans les études supérieures, elle est hyper motivée, elle sait ce qu'elle veut faire plus tard et tout, elle est ultra motivée, sa vie dans sa tête elle est toute tracée, elle est toute pimpante et tout. Sauf qu'un jour, elle est en voiture avec sa maman, et malheureusement une autre voiture va les percuter, et dans cet accident, Abby va perdre un de ses bras, donc elle va être amputée d'un de ses bras. Et bien évidemment et bien malheureusement cela va impacter sa vie quotidienne, tous ses espoirs sont brisés. Elle devient défaitiste, elle n'a plus goût à la vie, elle ne sourit plus, elle s'éloigne de sa famille. Elle pense que sa vie est clairement fichue, que le métier qu'elle rêve de faire, elle ne peut plus le faire. Et parmi toutes ces pensées sombres, un jour Abby va voir la lumière qui se révèle être Aurel, un ancien camarade de classe qui s'entendait très bien avec elle, qui s'était perdu de vue depuis plusieurs années. Et grâce à sa passion pour les oiseaux, il va réussir à redonner goût à la vie à Abby. Il n'est pas seul à l'aider, il y a notamment sa tante, il y a aussi ses parents, il y a aussi un peu sa sœur, même si la relation entre les deux sœurs sont un petit peu plus complexes. Vous doutez bien que Abby et Aurel vont finir par se rapprocher, et une très belle histoire va les lier. Le livre, sans surprise aucune, il y a une romance, mais ce livre c'est bien plus qu'une simple romance. C'est le récit d'une vie d'une jeune femme qui connaît sa dose de joie et ses doses de peine et de désillusion. Elle connaît un drame que peu de monde, mais en même temps trop de monde connaissent. On va d'abord suivre sa désillusion puis sa reconstruction, et c'est juste un livre qui est merveilleusement magnifique. Enfin la plume déjà de Marie Pavlenko
juste un petit point dessus, elle est merveilleuse, elle est fluide, elle est belle, elle est poétique, elle nous embarque, enfin moi j'ai été vraiment embarquée, j'avais l'impression d'être un personnage invisible dans leur histoire et c'était juste un pur bonheur de me sentir personnage dans cette histoire, c'était quelque chose de dinguissime. Ensuite, outre la plume merveilleuse de l'autrice, les personnages sont waouh. Aloïse risque de me taper, mais Aurel est aussi mon book boyfriend, Aloïse, ok? On se calme tout de suite, il n'est pas qu'à toi, d'accord? J'ai un énorme coup de cœur pour Aurel qui est un bon personnage. C'est vraiment la bonté incarnée, il est bon, il est gentil, il est drôle, il est attentionné, il ne juge pas et il a une passion si peu commune qu'on retrouve très peu en littérature et c'était un vrai bonheur de le suivre. J'avais trop hâte qu'Abby le croise à chaque chapitre, j'avais besoin de ma dose d'Aurel et je l'avais assez souvent et c'était un pur régal. Abby aussi est un personnage merveilleux tout en complexité, mais je pense qu'au vu de ce qu'elle vit, c'est quelque chose de terrible, hein. Je souhaite ça à personne et jamais je ne pourrais comprendre totalement ce qu'elle vit, mais je pense que l'autrice a très bien retranscrit toutes les émotions, tous les sentiments, toutes les attitudes qu'on peut avoir quand on vit un événement comme celui-ci. Comme j'ai pu le dire en début de vidéo, la relation entre Abby et sa sœur est très complexe et j'ai trouvé cette relation hyper intéressante parce que même si sa sœur m'énervait fortement, je trouvais que c'était un apport au livre qui était vraiment très sympathique. Ce duo était très bien construit et j'adorais les suivre en même temps, mais c'est très bien dosé en même temps, il n'y a pas trop de ce duo là. Et je l'ai vraiment adoré. Et autre personnage que j'ai surkiffé, c'est la tante d'Abby qui est juste incroyable. Ses parents sont un peu plus effacés que sa tante, ils sont importants et ils sont géniaux. Mais la tante d'Abby, elle a une place particulière dans cette histoire, elle apporte une touche de bonne humeur, de gaieté et c'est un peu la marraine, la bonne fée de Cendrillon. Mais c'est juste aussi un pur régal de lire et de voir ses apparitions. J'ai vraiment adoré le trio Aurel, Abby et la tante d'Abby, c'était vraiment mes trois petits chouchous. En plus de ça, tout est évolué dans un décor super bien fait, super beau, tantôt à Paris, tantôt à la montagne, tantôt dans des parcs ou des forêts pour voir les oiseaux et tout est minutieusement bien construit. C'est vraiment un pur régal de lire ce livre. Du coup bah voilà, mon plus beau livre coup de cœur de l'année, c'est Un si petit oiseau de Marie Pavlenko que je vous recommande à 1 milliard de pourcents. La deuxième catégorie de cette vidéo que je voulais vous présenter, c'était ma saga préférée, mais ma saga terminée préférée. Et alors là, je pense que c'est sans surprise, le dernier tome est sorti en fin d'année, donc je pense que là vous vous doutez clairement de quelle saga je vais vous parler. À savoir que c'est une saga que je n'ai pas commencé en 2019, j'avais seulement lu le tome 1 en 2018, en juin 2019 j'ai lu le tome 2 et en novembre-décembre j'ai lu le 3-4, ce qui m'a permis de finir la saga La Passe Miroir de Christelle Dabos, publiée chez Gallimard Jeunesse. Pour vous faire un résumé de ce livre, c'est ultra complexe. Je pense que je vais très mal vendre ce livre et je m'en excuse d'avance. Mais on va suivre l'histoire d'Ophélie, une jeune animiste, passeuse du miroir. Une jeune femme qui lit le passé des objets et qui en même temps peut passer à travers les miroirs de miroir en miroir. Elle habite sur l'Arche d'Anima où elle s'occupe notamment du musée des objets d'Anima, grosso modo. Et elle est un peu maladroite, elle est attachante, elle est attachante aussi. Elle est vraiment trop mignonne, mais honnêtement, à première vue, elle paye pas de mine. C'est un peu une anti-héros. Et en fait, cette jeune femme va subir un mariage de force par sa famille à Thorn, un être grand, froid, qui paraît méchant. Et à premier abord, t'as pas forcément envie de le croiser dans la rue. Et en fait, ils vont vivre des aventures. Je ne signerai pas cette phrase parce que je n'ai même pas les mots, mais ça c'est le pitch de base. Bien sûr je ne vais pas vous spoiler toutes les aventures, mais ça c'est le tout début du tome 1. Et du coup c'est une saga en 4 tomes qui a failli ne pas du tout me convaincre puisque j'ai failli abandonner le tome 1. Moi déjà de base je suis pas très fantasy. Donc je vous avoue qu'au départ je pensais pas lire cette saga. Un jour j'ai participé à un concours pour gagner le premier tome et bizarrement j'ai gagné le premier tome, j'ai été très chanceuse, du coup là je me suis dit je vais le lire. J'avais commencé une lecture commune mais je crois que j'ai été la seule à la finir et c'est vrai qu'au début en fait les 100 premières pages du premier tome sont assez lourdes. En fait l'autrice nous place très judicieusement l'univers, sauf que c'est un univers ultra dense.
Du coup c'est vrai que le début est assez lent. Et j'ai persisté parce que je voyais quand même les coups de cœur de tout le monde dessus. Parce que j'ai commencé en 2018, du coup il y en avait plein qui avaient déjà lu le premier et le deuxième tome. Et je me suis dit non mais c'est pas possible Jeanne, t'es obligée de persister et au moins finir ce tome 1. Parce que vu les coups de cœur qu'il y a, c'est pas normal que t'aies envie d'abandonner ce bouquin. J'ai persisté. Et j'ai tellement bien fait. Parce que j'ai tellement adoré la fin du tome 1 et j'ai adoré tous les autres tomes à venir. Et cette saga, elle est juste incroyable. Alors déjà, je tiens à souligner, c'est une saga française, francophone. Et c'est un pur régal d'avoir ce genre d'histoire en littérature française, francophone. Récemment, il y a eu une polémique comme quoi les auteurs français et francophones ne savaient pas faire de la bonne fantaisie ou du bon fantastique. C'est QFD que cette théorie est complètement fausse. Est-ce qu'on a la Passe-Mémoire? Est-ce qu'on a bien évidemment plein d'autres livres français, francophones de fantasy et fantastique totalement géniaux, mais ça c'est un des multiples exemples pour dire qu'on a des plumes sublimes dans ces domaines et waouh quoi, mais ce livre m'a bouche bée, cette saga, mais elle m'a... waouh quoi, j'ai même pas les mots, elle est juste incroyable. Alors je pense que je n'ai pas compris toutes les subtilités, mais il n'empêche que ce livre est magnifique. D'ailleurs, petite anecdote, quand j'ai fini le dernier tome, j'ai parlé avec Émilie de la chaîne Bulldog pour qui cette saga est juste tellement importante et elle m'a expliqué la fin parce que je pense que j'avais pas tout compris. C'est vrai que c'était une lecture dense, parfois éprouvante, mais waouh, un univers pareil, mais c'est... Je me sens chanceuse en fait d'avoir eu l'opportunité de lire ce livre et waouh, c'est juste incroyable. Le personnage d'Ophélie et le personnage de Thorne, mais ils sont totalement géniaux, mais c'est un truc de dingue. Comment leur caractère, leur singularité, leur particularité, leurs émotions, leurs sentiments sont construits, sont créés et c'est juste un véritable bonheur de les suivre. Les décors, mais cette saga, je pense que c'est un des plus gros points forts, même si les personnages sont incroyables, mais les décors à chaque fois, c'est juste waouh, j'ai pas les mots tellement waouh. Je vais finir aucune de mes phrases en présentant ce livre, mais je saurais même pas choisir quel décor j'ai adoré, enfin je les ai tous adorés, mais lequel j'ai aimé le plus. Il y a un décor du tome 1 notamment, enfin il y a un élément du tome 1 que j'aime énormément, mais j'avoue que les décors de la première partie, enfin de quasiment tout le tome 4 en fait, je les ai fortement appréciés, j'ai trouvé ça du génie. Et en plus d'Ophélie et Thorne, je reviens en personnage, mais il y a d'autres incroyables personnages. J'aime énormément Archibald, j'aime énormément Ambroise. C'est vrai que c'est mes deux petits chouchous. Waouh quoi, c'est juste incroyable. Enfin, trop dur de vous parler de cette saga parce que c'est très émouvant. En plus, je veux pas trop vous en dire parce que je vais faire une vidéo dédiée sur cette saga, mais qui va pas arriver tout de suite, tout simplement parce que j'ai prêté le tome 4 à ma belle-sœur et que je ne la revois pas tout de suite, donc elle va pas pouvoir me le rendre tout de suite. Mais juste foncez sur ce livre. Moi à la base je suis pas très fantasy et c'est un coup de cœur incroyable, donc c'est fait pour les amateurs de fantasy, c'est fait pour les puristes de fantasy, c'est fait pour ceux qui ne connaissent pas la fantasy. Ce livre, je l'aime d'amour. Troisième catégorie de cette vidéo, ma plus belle découverte de saga, c'est-à-dire que c'est une saga que j'ai commencé en 2019 et pour le coup je ne l'ai pas encore terminée, mais le tome 3 sort bientôt en poche et il me tarde de me le procurer. Plusieurs d'entre vous, si vous passez par là, en tout cas je parle à certaines bookstagrammeuses et booktubeuses que j'adore, qui je sais de temps en temps suivent mes vidéos. Je vais notamment vous citer Camille de Madame Errance, mais aussi Emma de la Bouquinade, Louise de Rêve ta vie en lecteur ou encore Aloïs des Tribulations culturelles de Lou, qui sont des fans de cette saga. Et je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas écoutés plus tôt, parce que cette saga, ça fait un petit moment qu'elle est finie en grand format. Elle commence à sortir en poche. Je sais pas pourquoi j'ai attendu les sorties poche pour commencer à les lire, parce que maintenant je suis frustrée parce que tous les poches ne sont pas sortis et je ne peux pas la finir. Je suis un petit peu hystérique en parlant de cette saga, mais en fait je m'en veux à moi-même de ne pas l'avoir lu plus tôt, tout simplement. J'aurais aimé la découvrir en même temps que tout le monde. C'est pas grave, je suis en train de remédier à ça. Et je vous présente donc les Chroniques lunaires de Marissa Meyer, publiées en poche chez Pocket Jeunesse. Donc si vous l'avez bien compris, je n'ai lu que les 2 premiers tomes, mais c'est génialissime. En fait cette saga, c'est des réécritures de contes. Donc le premier c'est Cendrillon, le deuxième c'est le petit chaperon rouge, le troisième c'est Réponse et le quatrième c'est Blanche-Neige. Et c'est des réécritures de contes, ils sont tous liés les tomes.
mais de manière science-fiction fantastique. Et c'est juste incroyable. Je veux pas vous en dire plus, ça sert à rien de vous pitcher plus, mais c'est juste incroyable, surtout que moi je pensais que c'était des tomes un peu compagnons. Mais j'ai lu le tome 1, j'étais un petit peu frustration extrême à la fin du tome 1 et donc heureusement que le tome 2 est sorti, mais là je commence à être bien beaucoup trop frustrée de ne pas avoir la suite. Donc j'ai très hâte, je crois qu'il sort le 16 janvier, je ne sais même pas si la vidéo sera sortie ou pas. C'est pas encore sorti et j'ai hâte, soit il est déjà sorti et je suis en train de le lire quand vous regardez cette vidéo. Cette saga, elle est juste incroyable, elle est addictive, elle est super bien écrite, l'univers est oufissime. Je ne saurais même pas choisir lequel des deux tomes je préfère. Dans le tome 2, ce que j'adore, c'est qu'on évolue partiellement en France et c'est super intéressant. Enfin, je sais que j'ai toujours un petit attachement quand c'est dans notre pays, voire dans une ville que je connais et tout. Et le tome 1 aussi, le décor du tome 1 est oufissime. Enfin, vraiment, les décors sont incroyables. De temps en temps, c'est un peu prévisible, mais ça me dérange tellement pas, tellement c'est addictif, c'est prenant. Et les personnages sont ultra cool. Que ce soit Cinder, que ce soit Scarlett, que ce soit Kaito ou que ce soit Lou, j'ai un coup de cœur pour les 4 personnages. J'ai aussi un coup de cœur pour Aiko dans le tome 1. Mais bref, tous les personnages sont des coups de cœur pour moi. L'univers est un coup de cœur, la plume est un coup de cœur. L'addictivité de ce livre est un coup de cœur. C'est un coup de cœur monumental. J'ai envie de me foutre des baffes de ne pas avoir commencé cette saga plus tôt. Et bah, vous voyez comment je bouge partout tellement je suis excitée de lire la suite, j'en ai marre. Et pareil, c'est une saga que j'ai fait découvrir à ma belle-sœur et maintenant elle est dans le même état que moi, elle attend le tome 3 avec impatience. Mais elle, en attendant, elle peut se consoler avec le tome 4 de La Passe Miroir. Quatrième catégorie de cette vidéo, et cette vidéo j'ai l'impression qu'elle va durer 15 ans. Je vois les temps de film et au montage, moi qui n'ai pas fait de montage depuis bientôt 3 mois, ça va me saouler, je le sens. Je disais donc quatrième... Ah, je me suis pris le coude dans ma bibliothèque. Je disais donc quatrième catégorie de cette vidéo, la découverte plume d'auteur. Gros, j'ai découvert une plume que j'ai beaucoup appréciée, que je ne connaissais pas avant 2019. Et en plus d'une plume incroyable, c'est un livre incroyable, vous en doutez si la plume est bonne, mais c'est également une couverture incroyable puisque je vous présente Stéphane Servan grâce à son livre Sirius qui est publié au Rouergue. Ce livre, j'ai déjà fait des objets de lecture, donc là je veux pas tant vous parler du livre, même s'il est incroyable, il faut absolument que vous le lisez, mais je veux plutôt vous parler de la plume de Stéphane Servan. Ce livre, je l'ai pas connu d'abord sur la blogo, je l'avais vu en librairie, je l'ai trouvé ultra beau. J'avais lu la 4e, il avait l'air clairement ouf. Et après, j'ai entendu des avis sur la blogo, notamment Aloïs, notamment Pauline de Marque-Page. Et waouh! Enfin, j'ai bien fait d'écouter leurs avis, de le procurer et de le lire parce qu'il est juste incroyable ce livre. Et outre l'histoire, outre les personnages, outre l'univers, la force aussi de ce livre, c'est la plume de l'auteur. Stéphane Servan a une plume tout à fait délectable. J'en avais entendu parler notamment grâce à Margot Lises qui avait lu un de ses livres aussi du Rouergue, c'est quelque chose avec des louves je crois. J'ai plus le titre exact en tête. Et elle m'avait beaucoup intriguée avec cette plume, parce qu'elle parlait notamment de la plume d'auteur. Hein. Donc moi je me suis penchée sur celui-ci parce que tout m'a tiré en lui. Et waouh, mais je suis trop contente d'avoir lu un des livres de cet auteur et ce sera clairement pas le dernier livre de Stéphane Servan que je vais lire parce qu'il a une plume d'une justesse poétique. En plus elle s'adapte vraiment à ses personnages et à l'univers créé. Là par exemple notamment ce livre défend clairement la nature, c'est vraiment une ode à la nature et la nature est tellement mise en valeur par la plume de l'auteur, c'est juste incroyable, incroyable, incroyable. Aussi dans ce livre on suit un enfant assez jeune quand même et la plume est tout à fait adaptée à son langage et c'est fort et c'est beau et c'est super bien travaillé et je trouve ça incroyable l'ingéniosité de la plume de l'auteur pour ce livre et ça me donne vraiment trop envie d'en lire d'autres parce que c'est juste incroyable, voilà. Et enfin dernière catégorie, c'est la confirmation d'un auteur ou en l'occurrence d'une autrice. En fait j'ai déjà lu des livres de cette personne et j'en ai lu un nouveau cette année et ça m'a confirmé le fait que j'adore. Et donc je vous parle de l'autrice Jennifer Niven avec Les 1000 visages de notre histoire publié chez Gallimard Jeunesse. Le livre je voulais le lire depuis sa sortie, j'avais déjà lu Tous nos jours parfaits qui doit être... il est juste là. Et là j'ai même une bougie qui va avec. Et il sort fin février sur Netflix avec des acteurs de malade. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Je me suis calmée et je vais donc vous parler de ce livre que j'ai véritablement adoré. Je voulais le lire depuis le début de sa sortie. Le début de sa sortie, depuis sa sortie tout simplement. Je ne l'ai pas fait, je ne sais pas pourquoi, j'ai attendu.
Je me le suis lu dans l'année et c'était incroyable. Je l'ai même préféré à Tous nos jours parfaits que déjà j'avais adoré. Mais celui-ci, il est oufissime. Enfin, je saurais pas comment vous dire à quel point j'ai adoré ce livre. Dans ce livre, on suit Libby et Jack qui sont deux ados qui ont des particularités, on va dire entre guillemets. Libby est une adolescente en surpoids, elle est carrément obèse et c'est même l'adolescente la plus grosse des États-Unis. Jack a une maladie qui fait qu'il ne se rappelle pas des visages, c'est-à-dire que même ses parents, chaque matin il redécouvre ses parents parce qu'en fait il n'a pas de mémoire en fait des visages, ce qui fait que même lui quand il se voit dans le miroir il ne sait jamais à quoi il ressemble le matin. Mais du coup ces deux ados sont dans le même lycée, la vie n'est pas toujours facile. Libby ne peut pas cacher sa particularité, ça se voit. Jack, personne n'est au courant de ce qu'il a hormis lui. Même sa famille n'est pas au courant de ce qu'il a. Un jour, cette vie va s'entrechoquer et chacun va bouleverser la vie de l'autre. Ils vont s'aider, s'entraider et c'est juste une histoire incroyable. Enfin, cette histoire, elle est trop belle et c'est comme avec Tous nos jours parfaits, l'autrice avait créé deux ados totalement incroyables qui ont su s'aider et là elle a fait pareil, mais en même temps c'est pas du tout la même histoire, c'est pas du tout le même schéma, mais Jennifer Niven a l'art de créer deux ados torturés mais de manière singulière. Aucun des quatre personnages, que ce soit les deux dans celui-là, les deux dans l'autre, ne se ressemblent. Elle a l'art de créer des personnages torturés, de les faire se rencontrer et de les faire s'entraider dans un décor à chaque fois différent, avec des rebondissements différents, avec des caractères, des sentiments, des émotions différentes pour chaque personnage et ça donne des histoires oufissimes. Est-ce que la motocyclette peut se taire? Ça me fait un peu pareil qu'avec Un si petit oiseau. J'avais un peu l'impression d'être un personnage invisible à côté d'eux, je pouvais les accompagner aussi et c'était un pur régal de lectrice. Et bon là après c'est pas une plume française donc pour le coup j'ai lu une traduction, mais la traduction française est quand même très bonne et j'ai très hâte de lire ses prochains livres parce que c'est vraiment une autrice qui pour moi ses histoires sont singulières, sa patte se reconnaît et elle a une longue carrière je pense dans l'écriture devant elle. Et il me tarde de lire la suite parce qu'elle nous offre à chaque fois des histoires tout à fait délectables et j'ai trop hâte de lire son troisième livre. Et voilà, mon bilan de l'année 2019 est terminé. Donc je vous ai bien pioché le meilleur du meilleur dans 5 catégories différentes. C'est les lectures qui m'ont fait vibrer puissance 1 milliard en 2019. Il y a d'autres livres que j'ai lus. Pour certaines catégories, c'était très dur de choisir. Là, j'en vois derrière moi des livres, j'aurais trop aimé vous en parler. Mais j'ai vraiment sélectionné et déjà que la vidéo est longue, je ne me vois pas faire plus long encore. Donc là, c'est vraiment la pépite de la pépite de la pépite 2019 que je vous recommande à 1 milliard de pourcents. Si vous avez besoin de lecture, n'hésitez pas à piocher dans les livres que je viens de vous citer parce que franchement, pour moi, c'est des valeurs sûres, c'est des chefs-d'œuvre, c'est du grand art littéraire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça me fait trop plaisir de revenir sur la chaîne, même si là, j'ai bafouillé 1 milliard de fois au niveau des cuts, ça va être horrible. Mais j'ai trop hâte de revenir, j'espère que je vais réussir à revenir de manière régulière. N'hésitez pas à réagir en commentaire s'il y a certains livres que vous avez lus. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire vos livres préférés par rapport aux catégories que j'ai créées dans cette vidéo. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, une très belle fin de journée, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.